Pour commencer la présentation, je vous invite à vous mettre à genoux pour une prière silencieuse. Amen. Donc, je vous avouerai que cette semaine, ça a été un peu compliqué pour moi, même très éprouvant. J'ai eu du mal à trouver un sujet. Et ce n'est que lundi ou mardi où je me suis vraiment fixé sur le sujet. Vous comprenez que ça a été assez stressant. Mais voilà, donc j'ai pas eu le choix. J'ai dû prendre un sujet. Et il faut dire que je suis quelqu'un, je suis très curieux de nature et je regarde beaucoup de vidéos. J'aime le monde et tout. Moi, en allant sur ces médias, il y a quelque chose justement qui m'a sauté aux yeux. C'est ce qu'on appelle des discours masculinistes. Aujourd'hui, on voit que le net est inondé par ce discours, par des personnes qui font le relais de ce discours masculiniste. Donc, ma présentation sera basée sur le masculinisme. Enfin, l'intitulé de ma présentation, c'est le masculinisme. Donc, en 2022, l'ancienne thèse, lors de série appelée Les Vêpres, nous a permis de comprendre le sujet, de mieux comprendre le sujet de la nature de la loi du dimanche. Notre compréhension de la nature de la loi du dimanche a évolué parce qu'en tant qu'adventiste, notre compréhension initiale était que la loi du dimanche, c'est une question Église-État. C'était l'union entre l'Église et l'État. Mais ces études nous ont permis d'élargir notre vision et de comprendre que cette définition, bien que valable, elle était, étriquée et qu'il nous fallait voir de façon beaucoup plus large la question de la loi du dimanche. D'accord? Et grâce au message du Kid Minuit qui nous a permis de comprendre que le sujet de la loi du dimanche, le thème de la loi du dimanche, va être sur la question de l'égalité du genre. Donc, ça a mis en lumière des problématiques sur lesquelles nous ne portions pas forcément notre attention. Et ces problématiques, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont-elles? Puisque notre compréhension à la base est la question Église-État, oui, en termes génériques en fait. Oui, mais les problématiques, l'égalité en elle-même n'est pas une problématique. Mais le sexisme, oui, tout à fait. Le patriarcat, l'homophobie, tout à fait. Donc, ces problématiques qui vont porter atteinte à l'égalité des droits des femmes, des personnes et des personnes non hétérosexuelles. Donc, les personnes homosexuelles. Ces problématiques ne sont pas récentes, c'est des problématiques qui existent
qui ont toujours été dans notre société. Et même si à degrés divers, mais c'est des problématiques qui sont présentes. Et nous savons que ces problématiques, elles trouvent leurs origines de la religion, mais elles ne sont pas exclusives. C'est-à-dire que le milieu religieux a beaucoup véhiculé cette pensée sexiste et homophobe, mais on comprend que le milieu religieux n'est pas le seul relais de ces pensées. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans un monde qu'on va dire qui est post-chrétien. Donc les jeunes, la nouvelle génération est moins portée sur les choses religieuses, sur la question religieuse. Donc, l'influence de la religion a tendance à diminuer. Et ce qui permet de véhiculer ces problématiques, c'est l'expression, c'est la culture en fait, l'expression culturelle qui va se transmettre. D'accord? Donc, il va y avoir une culture de pensée et comportement sexiste, patriarcal et homophobe. Donc, je vais prendre une première citation où on va voir justement ce fait. Donc, si on peut me projeter la citation. Donc, si quelqu'un veut bien lire cette citation, vous ne voyez pas? D'accord. Ben, si quelqu'un sur Zoom ou quelqu'un qui voit bien peut nous lire la citation, ce serait bien. Donc, sur Zoom, si quelqu'un veut bien nous lire. On ne les a pas encore beaucoup entendus sur Zoom, donc si quelqu'un sur Zoom veut bien nous lire la citation. La transmission des stéréotypes de sexe, Sylvie Luciani. Les stéréotypes de sexe sont ancrés dans l'imaginaire collectif. Ils permettent de catégoriser ce qui est masculin et féminin. Leur transmission est effectuée par les agents de socialisation de façon consciente, mais également par l'imprégnation dans le système social dans lequel nous évoluons. Tout est marqué sexuellement dans la petite enfance de la scolarité, au moment de l'orientation professionnelle, dans le choix des métiers. Ces constats mettent à jour des inégalités entre les sexes, ainsi qu'une hiérarchisation, créant une domination du sexe masculin sur le féminin. Une sensibilisation dès le plus jeune âge est à préconiser des visées de changement afin de s'orienter vers un système plus égalitaire entre les sexes. Voilà. Merci Gérard. Donc j'aimerais qu'on puisse réagir par rapport à cette citation, surtout par rapport à ce qui a été souligné. Donc, il est dit que les stéréotypes de sexe sont ancrés dans l'imaginaire collectif. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette phrase, justement, par rapport à ce que je viens de dire? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette phrase? Qu'est-ce qui est dit ici? À la place du mot imaginaire, on peut mettre culture. Oui. À la place du mot imaginaire, on peut mettre culture. Ok. Merci. Il y a quelqu'un sur Zoom qui veut réagir. Il y a quelqu'un sur Zoom, j'ai entendu, je crois. Je crois que c'est Gaël que j'ai entendu. Non. Ben. On entend? Oui, on t'entend. Oui, comme le stéréotype par exemple, un homme s'habille, doit porter s'habiller en bleu ou doit jouer aux voitures et les filles doivent couper à la dinette ou l'homme ne porte pas de taille, enfin je sais pas, il ne porte pas de jupe, enfin les clichés liés au sexe, tout simplement. Oui, donc tu as défini les stéréotypes de sexe, mais ma pensée est un peu plus
par rapport justement à la fin de cette première phrase, imaginaire collectif. Donc si quelqu'un peut justement me définir ce qu'est l'imaginaire collectif. Oui, qu'on pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ce qu'on pense. Oui, j'allais dire à peu près j'allais dire la même chose en fait quand c'est une pensée qui est commune de comment est un homme ou une femme. C'est l'image que l'on pourrait, qui est collective en fait, que l'on pourrait donner pour un homme. Par exemple, je donnerai un exemple. Les hommes sont grands, baraqués, forts. Les femmes sont plus fragiles, sensibles, douces, faibles. Voilà. Pour moi, l'imaginaire collectif, quand on parle de stéréotypes de sexe, c'est ce à quoi ça me fait penser. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Il y a Sophie. Bon, après vas-y. Moi, je voudrais juste mettre en contraste imaginaire avec réalité. L'imaginaire, c'est pas une réalité. L'imaginaire, c'est une idée qu'on se fait de quelque chose, mais ce n'est pas propre à une réalité. Voilà. D'accord. Sophie? On allait dire à peu près la même chose parce que du coup, j'étais sur la notion à la fois de construction de quelque chose, mais comme Dany vient de le dire, c'est que le mot qui est bien présent dans cette citation, c'est que c'est l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose, une représentation de quelque chose, mais qui n'est pas en lien direct avec la réalité. Ou en tout cas, la réalité ne permet pas de justifier forcément cette construction. Voilà. D'accord. Et dans la deuxième partie, qu'est-ce que vous auriez souligné justement pour reprendre un peu cette idée d'imaginaire collectif? Est-ce que... Ce que je vais rajouter, alors j'ai pas vraiment lu la citation, mais il y a la notion d'inconscience qui arrive. Ça se fait de façon inconsciente et ça se fait... C'est une transmission inconsciente. Voilà, plus ou moins inconsciente, ouais. Donc on peut parler d'inconscience. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Oui. Et je voudrais aussi mettre l'accent sur le mot transmission. C'est quelque chose qui se perpétue, qu'on communique. Tout à fait. Volontairement ou pas. Tout à fait. Oui, vas-y. Alors, un exemple en soi qu'on pourrait donner par rapport à ça, qu'on voit beaucoup, par exemple, c'est ce qu'on appelle les gender reveals, comment est-ce qu'on dit ça? Ouais, les révélations de sexe pour les enfants. Dans les ballons, c'est toujours bleu ou rose. Mais c'est inconscient en fait. On dit ça pour représenter, mais du coup, ça se transmet inconsciemment pour notre bébé. On va dire, bah tiens, c'est un garçon, donc c'est bleu. Inconscient. Je vois cet élément-là dans la transmission inconsciente. Tout à fait. Donc, je suis d'accord avec toutes les réponses qui ont été données. Donc, on voit bien que comme on a parlé de cette transmission et même ça dépasse en fait la question religieuse et la question... on voit aujourd'hui que c'est des attitudes que nous avons et des pensées qui sont imprégnées dans la société de façon, comme on l'a dit, inconsciente, consciente ou inconsciente, mais qui n'est pas forcément reliée à une croyance religieuse. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous disons que la LD, de façon générale, est une relation de culture-État. Il n'y a plus besoin de la religion pour véhiculer ces pensées sexistes, patriarcales ou homophobes. Ça dépasse, comment dire ça? Ça dépasse ce cadre. Tout à fait, merci. Vas-y. Il y a un mot qui m'interpelle, c'est imprégnation. Ça prouve que c'est vraiment donc systémique dans la société, c'est vraiment ancré
dans la société et partout, quoi, dans tous les domaines de la société. Cet ancrage de cette catégorisation des hommes et des femmes. Ok. Donc, au cours de ces études des Vêpres, ce que nous avons vu, c'est que ces pensées, ces valeurs, ces problématiques sont véhiculées beaucoup par les groupes, certains groupes. Notamment, nous avons parlé des groupes d'extrême droite, nous avons parlé du nouvel athéisme, que nous voyons que ce sont des groupes qui ne sont pas forcément religieuses, voire pas du tout avec les athées, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils partagent ces pensées, ces idées masculinistes. Donc, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de définir ce qu'est le masculinisme, de voir comment il s'exprime et les conséquences, le danger qu'il représente pour nous. D'accord? Donc, déjà, on va définir le masculinisme. J'aimerais déjà, avant de projeter le prochain diapositif, j'aimerais que quelqu'un puisse me définir avec ces mots ce qu'est le masculinisme selon sa compréhension. Ça c'est un terme que vous avez déjà entendu, qui n'est pas nouveau. Donc, je pense que c'est des personnes qui réagissent, je veux dire, contre les femmes. C'était un groupe de personnes misogynes qui rejettent la légitimité de la femme. Ok, oui. Sophie? En première intention, moi, je le comprends comme étant la défense des droits des hommes. C'est ce que je dirais comme ça. Enfin, en opposition à féminisme, enfin, c'est comme ça que je le construis sans avoir regardé. En opposition avec féminisme, moi, je le comprendrais comme étant la défense des droits des hommes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner une réponse sur Zoom? Je ne sais pas combien on est sur Zoom, mais est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Une vingtaine? D'accord. Ok. Donc on va, si personne ne veut réagir sur Zoom, on va passer à la prochaine diapo. Donc, de façon générale, je dis que le masculinisme est défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré et anti-féministe. Donc on va essayer ensemble de définir les termes qui ont été employés dans la définition. D'accord? Je peux dire ça comme ça. Donc, réactionnaire. Qu'est-ce que vous entendez par réactionnaire? Il dit que c'est un mouvement réactionnaire. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que... Enfin, l'impression que j'ai, c'est que, voilà, ces hommes, en fait, ils réalisent que pendant plusieurs décennies ou pendant plusieurs siècles, les hommes, ils ont eu vraiment des privilèges. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Des privilèges par rapport, du coup, aux femmes, en fait. Donc, ils étaient, avec le patriarcat, ils étaient dans une position privilégiée. Et en fait, ils se rendent compte que, du coup, avec l'éveil de ces mouvements féministes, en fait, ces hommes-là, ils sont en train de perdre, du coup, tous ces avantages qu'ils avaient. Et du coup, en fait, ils ont une réaction justement de défense par rapport à la perte de ces privilèges. Et moi, je fais un petit peu le lien avec le sexisme, où par exemple aux États-Unis, les hommes blancs, ou les blancs souvent, vont avoir une réaction où ils vont avoir peur de perdre les privilèges qu'ils avaient par rapport aux étrangers ou aux autres minorités. D'accord, merci. Là, c'est vrai que tu vas déjà en profondeur dans le sujet, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non? Donc,
comme vous avez dit, ça va être réactionnaire, ça va être en fait des gens qui vont réagir contre, qui vont s'insurger en général contre le changement. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau, quelque chose qui va les déranger parce qu'ils veulent rester dans un certain conservatisme, garder ce qui était auparavant. Et tout changement va produire chez eux une réaction. D'accord? Misogynie. Donc, on nous dit qu'ils sont misogynes. « Donc, la misogynie, normalement, on sait tout ce que c'est. Donc, je vous écoute. Donc, j'essaie d'interagir avec vous un peu, pour que ça ne soit pas monotone. Je dirais contre... pour moi, c'est un peu une définition du sexisme. C'est contre la femme, contre... oui, mais précisément, oui, contre la femme, oui, c'est tout à fait contre la femme. Amanda, après Johanna, il y a Amanda qui veut... Il y a Johanna avant. C'est pas grave? D'accord. Je dirais une domination sur la femme. Une domination sur la femme? Pas vraiment, mais... Il y a cette idée qui sous-tend, mais ce n'est pas vraiment la domination qui est soulignée dans la misogynie. Bon, moi j'irais la haine des femmes, en fait, compte. Parce que ça peut aller jusqu'à la mort. Oui, la haine. Est-ce que c'est seulement la haine? D'accord. Oui, la haine des femmes, mais aussi il y a le mépris. Ça va se manifester aussi par un mépris des femmes, une parole méprisante. Il y en a beaucoup qui vous diront non, je n'irai pas les femmes, mais qui vont avoir un discours méprisant. D'accord? Androcentré. Un terme un peu plus compliqué. Donc, qui veut réagir? Androcentré, est-ce que c'est une définition pour androcentré? Vas-y. C'est pas centré sur les hommes. Centré sur les hommes, tout à fait. Qui est centré sur les hommes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner une définition? Non? Donc justement, c'est centré sur les hommes qui privilégient la perspective masculine au détriment de celle des femmes. Donc ils vont avoir une vision du monde et de la société masculine avec l'homme qui est en haut de l'échelle et la femme qui, on va dire, est quantité, comment dire ça? Non, voilà. Merci. Et antiféministe, donc, qui va s'opposer au féminisme, donc contre les mouvements de pensée et d'action du féminisme. D'accord? Donc, tout ça pour nous dire qu'en fait, le masculinisme, son discours va être un discours de haine contre les femmes, de mépris, qui va chercher à avantager les hommes, d'accord, et qui va lutter contre les avancées pour la cause des femmes, de la cause des femmes, qui va réagir contre tout avancement pour la cause des femmes. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose ou pas? Non. Donc on va avancer dans la définition. Donc j'aimerais qu'on puisse passer. Donc, dans le dictionnaire, on va retrouver 3 définitions principales du masculinisme. On va les regarder. Donc c'est la prochaine de la tour. Donc le sens numéro 1. Donc si quelqu'un veut lire cette première définition. Le masculinisme désigne un ensemble d'idées, de revendications qui cherchent à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société civile, en affirmant notamment qu'ils sont victimes des excès du féminisme, synonyme homisme.
Donc, dans cette première définition, donc, il est parlé de revendications qui cherchent à promouvoir les droits des hommes et leur intérêt dans la société civile. Donc, on va mettre en avant, c'est le droit des hommes, c'est les hommes qui vont défendre leurs acquis, qui vont défendre leur position, qui vont comment dire ça? En fait, oui, c'est ça, en fait, qui vont chercher à maintenir leur position dans la société. Sens numéro 2, donc on peut passer au prochain. Le masculinisme défend la position dominante des hommes dans la société et les privilèges associés en se basant sur les différences culturelles entre hommes et femmes, justifiés par des arguments biologiques. Synonyme antiféminisme, machisme. D'accord. Donc, ça reprend un peu le premier, sauf que dans la... Oui, vas-y. Donc, sauf que dans la première définition, ça va être plus axé sur les idées, les pensées, tandis que dans cette deuxième définition, on va parler de hiérarchisation de position. Oui, vas-y, Sophie. Ok. Oui, moi, la différence que je voyais entre la première et la deuxième, c'est aussi que dans le masculinisme, dans la première citation, ils étaient en réaction, ça s'était marqué, mais parce qu'ils estiment que le féminisme va dans l'exagération. Enfin, c'était marqué dans la première citation, donc c'est contre un excès, voilà. Contre un excès de féminisme, on peut avoir ce masculinisme, alors que là, on peut en avoir un qui se base tout simplement sur les différences biologiques entre les hommes et les femmes, en disant que, ben voilà, c'est comme ça. Oui. Ok. Ok, merci pour Sophie pour ton intervention. Donc, et le troisième dernier diapo, qui, lui, est un terme médical. En médecine, le masculinisme est une pathologie de la femme qui présente certains attributs sexuels et secondaires de l'homme. Mais cette définition ne nous intéresse pas beaucoup. Enfin, ne nous intéresse pas du tout, on va dire. Donc, je vais parler maintenant un peu de l'origine du masculinisme. Donc, le terme masculinisme est apparu dans la période fin du 19e siècle, début 20e siècle, durant la première vague du féminisme. D'accord ? Ce mot, on va trouver ce mot à partir de cette période-là, fin 19e, début 20e siècle. C'est en 1898. En 1898, on va retrouver ce terme avec... Il y a une journaliste féministe qui s'appelle Hubertine Auclair, qui va utiliser ce mot pour décrire l'égoïsme masculin qui pousse les hommes à agir en défense de leurs privilèges. Donc on va voir qu'elle va utiliser ce terme masculinisme déjà à cette époque pour pouvoir montrer en fait que les hommes sont égoïstes et protègent leurs privilèges aux dépens des femmes. Ils ne veulent pas en fait perdre ces privilèges et vont réagir contre toute avancée pour la cause la cause des femmes. Ok ? Mais à cette époque, encore dans un premier sens, ce mot était cantonné au domaine médical, comme nous avons vu pour le sens numéro 3. Donc avant tout, c'était un mot utilisé par rapport au domaine médical. D'accord ? C'est seulement dans les années 1980 que le terme va être repris pour désigner la défense de la condition masculine. Donc, en 1980, qu'est-ce qui se passe en 1980 ? Pourquoi ce terme, justement, va devenir à la mode, mais justement pour montrer comment je viens de dire, désigner la défense de la condition masculine. Si on essaie de restituer, en fait,
les époques. Pourquoi en 1980 ce terme revient pour désigner justement cette réaction, cette réaction des hommes. Vas-y, Johanna. Non? Si on essaie de resituer, en fait, 1980, qu'est-ce qui pousse les hommes justement à réagir et pourquoi ce thème je ne revient à la sais pas mode? si tu vas aller dans cette direction, mais si on va aux États-Unis, on passe du racisme, là maintenant, à l'avortement, avec Reagan, qui va justement être le porte-parole de la droite chrétienne pour défendre justement pour être contre l'émancipation des femmes. Oui. Alors, quand j'ai émancipation des femmes, entre guillemets, on est vraiment dans le sujet de l'avortement et du conservatisme. Donc, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu veux aller. Toujours du doigt le problème. Tout à l'heure, quand on a défini dans le sens général le masculinisme, on a dit quoi? C'est un mouvement réactionnaire. Donc, en réaction de quoi? Justement, qu'est-ce qui se passe? Donc, Sophie... Alors moi je pensais, comme tu viens de le dire, en réaction, et je pense que c'est la deuxième vague du féminisme qui vient de se produire depuis les années 70. Donc pour moi, effectivement, ce mouvement, il arrive en réaction à la deuxième vague du féminisme. Tout à fait. Donc les années 60-70 ont vu les avancées pour la cause des femmes, la seconde vague du féminisme. On a eu tous ces mouvements sociaux qui se sont déroulés avec les droits civiques et aussi le droit des LGBT qui ont aussi été avancés. Donc on voit qu'il y a un changement au niveau de la société et qui va faire réagir ces hommes. Oui. Alors, j'ai pas triché, hein, mais je regardais deuxième vague du féminisme sur le portable et je trouve ça intéressant puisque quand on parle de cette réaction des hommes par rapport au féminisme, réaction qu'on n'a pas forcément eue lors de la première vague. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a marqué la deuxième vague du féminisme. Attends. Prend vite de l'ampleur. J'espère que j'empiète pas sur ton sujet. Prend vite de l'ampleur et les revendications principales, comme l'explique Christine Bard, concernent l'avortement, comme Chimène l'a dit, mais aussi le viol et plus largement le droit des femmes à disposer de leur corps dans un contexte de révolution sexuelle. Et moi, ça me marque parce que du coup, on sait que dans les couples, il y a souvent cette notion déjà dans le couple de viol. Et ça, en fin de compte, on parlait des privilèges des hommes, et on imagine que ça emmène une réglementation beaucoup plus contraignante pour l'homme, déjà ne serait-ce que dans le couple. Tout à fait. Oui. Donc, donc ce que je voulais dire pour amener une précision par rapport à ce que tu as dit, même au niveau de la première vague des féministes, il va y avoir aussi une réaction des hommes. C'est vrai qu'elle est moins connue, mais il y a aussi une réaction. Donc ce qu'on va voir, c'est que à chaque fois qu'il y a eu une avancée, il y a eu une réaction. D'accord? On peut même parler de contre-révolution. Il y a eu une avancée, mais les hommes vont réagir en conséquence. D'accord? Donc est-ce qu'on peut projeter la diapo suivante? Donc si quelqu'un veut bien lire, justement ça va reprendre ce qu'on a dit. Vous ne voyez pas bien? Vas-y. Alors, EHNE, le masculinisme en Europe. Christine Bard. En réaction au féminisme de la deuxième vague des années 1970, le masculinisme se manifeste dans les années 1980 dans le contexte mondial de révolution conservatrice dont il est une des expressions. Contraception féminine, droit à l'interruption de grossesse, autorisation, facilitation du divorce, meilleure reconnaissance et pénalisation des violences masculines, légitimation de l'indépendance économique, révolution sexuelle et reconnaissance de droits LGBT. Le féminisme serait allé trop loin.
aurait inversé les rapports de pouvoir, laissant les hommes en plein désarroi, en pleine débandade. C'est la crise de l'identité masculine, formule que s'approprient les masculinistes. Tu peux mettre la suite, prochaine. C'est pas fini. La souffrance des hommes, donc perte de confiance, dépression, suicide, est mise en avant par les psychologues québécois, les psychologues québécois Guy Corneau, 1951 à 2017, et Yvon Dallaire, né en 1947, entre autres. L'engagement masculiniste s'entoure d'un discours psy et développement personnel. La mère toute puissante, le père absent. Telle est la source du mal qui ronge les sociétés dites post-féministes. Il s'agit de reprendre le contrôle, surtout dans le domaine familial, défendre le droit de s'opposer à un avortement, le droit à l'indissolubilité du couple parental, même pour les hommes coupables de violences à l'égard de la mère de leurs enfants, les droits inconditionnels des pères, la dénonciation de l'omerta sur les violences féminines commises par les hommes. Merci. Sur les hommes. Voilà. Donc dans cette citation, ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? Donc on ne va pas revenir. Mais j'ai souligné deux groupes de mots: révolution conservatrice et crise de l'identité masculine. Donc j'aimerais qu'on puisse parler de ces deux. Donc par rapport à la révolution conservatrice, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous évoque? Le micro pour Chimène. Ben, c'est un peu ce dont Sophie parlait. Donc, à la sortie du mouvement de la seconde vague du féminisme, les femmes, elles ont repris, on va dire, possession de leur corps. Elles ont eu des avancées sociales et légales et professionnelles. Donc, tout cela, ça fait qu'il y a une inversion un peu, ou une déstabilisation de la manière dont fonctionnait la famille, le travail, la société. Et donc, ces masculinistes, ils revendiquent un retour vers un conservatisme tel qu'il existait quelques années auparavant. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a d'autres idées? Dans les termes, ça revient un peu à ce que Michael disait tout à l'heure, le fait de chercher à conserver quelque chose, et Michael avait mis en avant le fait que ces hommes avaient des privilèges, et qu'aujourd'hui ils voient ces privilèges perdus, et ils cherchent à les conserver, à les récupérer en tout cas, pour maintenir un espèce de statu quo. Et je pense que c'est un principe qu'on revoit souvent même dans la notion des différences entre les noirs et entre les hommes de couleur et les blancs. On voit souvent cette notion de vouloir garder des privilèges. Ok. Donc c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Donc ce que vous avez dit, Chimène et Sophie, sont bons. Ce qu'on voit aussi, c'est la remise en cause des idées progressistes. Donc chaque fois ils vont être le fait quand on va parler de révolution conservatrice, on va avoir des groupes qui vont être contre toute progression de la société, toute idée de progression. On va voir que pour eux, ça va représenter une menace. Donc ils vont être contre toutes ces transformations de la société. Ce qu'on peut dire aussi, ce qu'on va avoir aussi dans les années 1980, qui va amener justement cette révolution conservatrice, c'est qu'on va voir dans certains pays, des pays importants, on va voir les élections de personnes, de dirigeants de droite, qui vont être hostiles au socialisme.
Et nous savons que le socialisme va être pour les idées progressistes au niveau social. Donc on va avoir l'élection de Ronald Reagan, que tu as cité tout à l'heure. On va avoir Margaret Thatcher en Angleterre. On va avoir aussi au Japon un homme politique aussi qui va être conservateur. Et au Canada aussi, on va voir qu'il va y avoir cette émergence de dirigeants de droite et qui vont aller dans cette politique on va dire qui va aller à l'encontre de cette progression et va vouloir rester dans un conservatisme social par rapport à ce qui était auparavant. D'accord? Ok. Et je souligne aussi crise de la masculinité, crise de l'identité masculine. Qu'est-ce que ça vous évoque? Donc ça reprend un peu ce qu'on a déjà dit auparavant. Ça va être un sentiment, la crise de l'identité masculine, ça va être un sentiment de masculinité menacée. D'accord? Une idée de perte. Donc pour eux, pour ces masculinistes, on peut perdre l'identité masculine. D'accord? Attends que je retrouve mes notes. Attends, le micro. Je sais que tu ne vas pas l'aborder du tout, mais ce qui est intéressant dans cette période, c'est que, et surprenant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui les soutenaient. Oui. Beaucoup de femmes soutenaient ce mouvement-là dans les années 80. Je ne vais pas trop développer, mais je voulais en parler un petit peu quand même. Parce que je pense que c'est un sujet qui concerne tout un chacun, homme comme femme, tout à fait. Donc, oui, voilà. Donc, on va voir qu'ils pensent que l'identité masculine peut se perdre. Ils vont avoir un discours contre les femmes. D'accord? Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce discours de crise a existé en fait à toutes les époques. Et si on regarde, on va prendre la prochaine citation. Est-ce qu'on peut mettre le diapo suivant? On va voir que ça remonte depuis... on retrouve des traces depuis l'Antiquité. Voilà. Donc, ce qui est dit ici, en fait, il est parlé de Caton l'Ancien, un homme politique romain qui, en 595, avant Jésus-Christ, causé par la volonté des femmes de conduire des chars et de se parer de vêtements colorés, disait en fait que les femmes sont devenues si puissantes que notre indépendance est compromise à l'intérieur même de notre foyer, de nos foyers, dis-je. Donc, on voit déjà qu'à cette époque, les femmes avaient un désir d'émancipation, ça a toujours existé parce que les femmes ont toujours eu des revendications pour améliorer leur position dans la société. Mais on voit que même à cette époque, déjà à cette époque, il y avait déjà des hommes qui s'opposaient à toute avancée des droits des femmes et que pour eux, les femmes étaient limitées à certaines choses et pas d'autres. Et dès qu'elles voulaient s'affranchir de ces carcans, on va dire, il y avait déjà une réaction. Donc, on remonte déjà à l'Empire romain avant Jésus-Christ. On voit déjà que les hommes s'insurgeaient déjà contre le désir d'émancipation des femmes. Mais en fait, ce qu'on va appeler crise de masculinité, en fait, c'est ce discours de crise, comme on peut le dire, crise de masculinité, en fait, ce n'est pas quelque chose de récent, ça a toujours existé. Sauf qu'on va avoir une polarisation qui va se faire après des avancées significatives. Significatives, dis-je.
Donc on va voir que chaque fois qu'il va y avoir des avancées significatives, il va y avoir une polarisation, on va dire une agitation beaucoup plus poussée des hommes face à ces avancées. Mais en réalité, ce qu'on va voir, c'est que ce que les hommes ont vraiment peur, c'est, et tout à l'heure vous en avez déjà parlé, c'est la perte du privilège masculin. Donc qu'est-ce qu'on entend par privilège masculin? Quelques-uns d'entre vous ont déjà donné quelques exemples. Mais comment peut-on définir justement ce privilège masculin? C'est quoi le privilège masculin? Vas-y. Alors, on va utiliser le terme privilège pour expliquer donc les différents points qu'on a cités et qu'on peut citer d'autres. Mais ce que je voulais noter, c'est le fait que pour eux, c'est pas des choses qu'ils voient comme un privilège en fait. C'est tellement naturel pour eux que quand on dit vous voulez restaurer vos privilèges, ils disent non en fait. Donc on va avoir par exemple qu'est-ce qu'on peut citer? Dans les privilèges, ça va être le fait de ramener par exemple plus d'argent que la femme à la maison. Après, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, mais le poste un peu plus élevé qu'une femme par exemple. Après, je sais pas si quelqu'un veut rajouter. Oui, la préférence à l'embauche. Et pour revenir là-dessus, c'est intéressant parce qu'il y a eu une assemblée, l'OMS a eu son assemblée de la santé annuelle cette semaine. Et il y a un des monsieur, je sais plus, il était professeur, mais je sais plus de quoi exactement. Et il expliquait qu'ils avaient mis en place un comité donc lié à la santé pour tous, la couverture de la santé, et que il a dit qu'en fait ce comité était entièrement composé de femmes. Et on lui a demandé, mais pourquoi entièrement de femmes en fait? Pourquoi pas la parité? Pourquoi que des femmes? Et il a dit parce que si c'était composé uniquement d'hommes, on m'aurait pas demandé pourquoi c'est que des hommes en fait. Donc c'est par exemple cette question-là, pourquoi est-ce qu'il y a que des femmes? Mais s'il y a que des hommes, on pose pas la question en fait. Et ils se rendent pas compte que c'est un privilège. Et donc il a dit pourquoi? Parce que j'avais envie, parce que voilà, il y a que des hommes, je mets que des femmes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire un mot ou pas, rapidement? Donc, par rapport au privilège, il y a justement une personne qui a donné une définition qui m'a beaucoup plu et qui parlait en fait, il disait qu'en tant qu'homme, dans l'espace public, on ne se pense pas homme en fait, nous les hommes. Tandis qu'une femme, dans l'espace public, elle va se penser femme justement et elle va faire attention à la manière dont elle va s'habiller, se comporter, parce qu'il y a cette pression sociale qui veut que la femme soit, d'une certaine manière, il y a aussi la peur d'être agressée, tandis que nous, hommes, on sort dans l'espace public, mais on n'a pas ces pensées, on sort sans crainte, on n'a pas forcément l'idée de se faire agresser, tandis qu'une femme va avoir tout de suite et c'est un privilège masculin en fait. Et en tant qu'homme, on ne s'en rend pas compte du défi pour les femmes justement de se confronter à ce monde, quoi. Et ça, c'est un privilège qui est exclusif aux hommes pour l'instant, on va dire. Oui. En fait, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Expérience, enfin, je ne vais pas dire expérience personnelle, mais quand je réfléchis à la manière dont je vais discuter, moi, avec mes garçons, je n'ai que des garçons, mais en fait, je leur dirais, mais lorsque vous êtes dans la rue ou quand vous êtes dans telle situation, mais faites attention, parce que... Et j'aurais tendance, en fait, à leur dire d'être prudents, alors qu'en fait, eux, mais pourquoi? Enfin, pour eux,
je vais dire, mais ils vont peut-être, je ne vais pas forcément dire parce que ce sont des enfants, ou je ne vais pas rentrer dedans, mais dans la pensée de la femme, effectivement, elle va penser prudence, parce que dans son comportement dans la société, ben, effectivement, elle doit faire attention. Alors que l'homme, lui, ben, pas forcément. Il va évoluer dans la rue ou sans souci, alors qu'une femme, non, elle doit avoir toute cette charge derrière, en fait, compte. Tout à fait. Les femmes et les homosexuels. Oui, effectivement. Tout à fait. Bien précisé. Donc on voit que c'est basé essentiellement, le prisme masculin, c'est basé seulement sur la base du sexe, en fait. C'est parce que nous sommes des hommes, nous sommes, donc, c'est le sexe, c'est la biologie qui marque très souvent cette différence. Et le privilège masculin ne va pas mettre en avant, enfin, on ne met pas en avant, en fait, les compétences et les responsabilités. Parce qu'on va voir, comme vous avez parlé, on a pris l'exemple par rapport à l'emploi. Un homme va être plus facilement, on va embaucher un homme plus facilement avec diplôme égal avec une femme. Ils vont choisir plus facilement un homme qu'une femme. Donc tout ce privilège est basé essentiellement sur la base du sexe. Alors que la femme peut être beaucoup plus compétente, beaucoup plus responsable que l'homme, mais on va choisir l'homme parce que voilà, il y a cette pensée que l'homme est supérieur, que l'homme est mieux capable que la femme. Oui. Dans ce que tu dis, qu'on prendra un homme plus par rapport à une femme, c'est surtout par rapport aussi au fait que la femme va s'absenter, parce que dans l'imaginaire, c'est aussi elle qui devra tomber enceinte, c'est elle qui va s'occuper des enfants malades, c'est elle qui devra rentrer tôt pour s'occuper des enfants. Donc l'homme sera beaucoup plus disponible, sera beaucoup plus résistant à certaines choses. La France a rejeté le congé de menstruation. C'est tout simplement aussi pour prouver que ce n'est pas... C'est quelque chose qui ne rentre pas dans les considérations. Je passe sur un autre aspect d'un privilège masculin, c'est la réputation. Une femme qui aura plusieurs partenaires ou qui va enchaîner les relations aura une réputation beaucoup plus écornée que celle d'un homme qui, au contraire, ce sera plus valorisant, voilà. On va dire. Ok, tout à fait. Merci. Oui, on va mettre en avant le fait que l'homme, ça va être justement une gloire pour l'homme et une fierté d'avoir plusieurs conquêtes. On va dire que c'est un homme, on va parler de virilité masculine. C'est un mâle alpha, comme on dit. Tandis qu'une femme, oui, comme tu dis, qui va avoir des expériences diverses avec d'autres hommes, ben on va voir tout de suite qu'on va la dénigrer et la traiter des mots qu'on ne peut pas prononcer ici, mais voilà, qui sont vulgaires et dégradantes. Dégradant, oui. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le discours masculiniste, ça va être un discours pernicieux. Pernicieux parce qu'en fait, elle va se construire à partir de fausses affirmations, des contre-vérités. Si on prend un exemple, ces masculinistes vont dire qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui sont au pouvoir. Ils vont en fait inverser l'ordre des choses. Ils vont utiliser des raccourcis trompeurs, ils vont utiliser des clichés, donc comme le rôle de la femme. Dans la société, une femme doit être douce, elle doit être au foyer, s'occuper des enfants, et ils vont dire que c'est là leur place. Et oui, vas-y. Par rapport à ce que tu dis, je ne sais pas si vous avez remarqué l'émergence du mouvement Tradwife, qui est l'abréviation de Traditional Wife, femme traditionnelle, qui met en avant le rôle de la femme, on va dire dans les années 50,
où elle était au foyer, elle devait s'occuper de la maison, s'occuper des enfants et attendre que le mari revienne, qu'il mette les pieds sous la table et qu'elle fasse comment est-ce qu'on appelle ça? Non, la popote, mais bon, qu'elle soit à la disposition de monsieur s'il a besoin, en fait. Je ne sais pas si vous voyez le sous-entendu. Mais donc voilà. Ok. J'ai pas suivi dès le début, Dani, ce que tu as dit, mais elle parlait d'avant, mais aujourd'hui, dans les discours... Ouais, voilà, ok. Alors, je dis rien, parce que c'est exactement ça. Donc, oui, tout à fait. Donc, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils utilisent aussi des arguments pseudo-scientifiques. Donc, ils vont utiliser, en fait, ils vont déformer en fait la réalité en prenant des arguments biologiques, en disant que, je ne sais pas quel exemple que je pourrais prendre pour essayer de définir ça. En fait, ils vont détourner, comment dire, je ne sais pas si vous voyez en fait. Oui, voilà, en termes généraux, mais ils vont prendre des exemples pour essayer d'étayer en fait cette affirmation. Mais en fait, on va voir que ce n'est pas des choses qui sont vraiment factuelles et qui sont, en fait, ils vont élaborer, voilà, ils vont élaborer dessus, tout à fait. Merci. Et ce qui est important à signaler, c'est qu'on voit que ce discours masculiniste va être véhiculé par, aujourd'hui, beaucoup grâce au fait que nous soyons dans l'ère de l'information avec Internet. Ce discours, maintenant, est beaucoup plus largement répandu. Il y a cette facilité de pouvoir avoir accès à ce discours, et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur la Terre, aujourd'hui, tout le monde a accès à ces informations, à ces discours. Donc, on voit que ça touche un large public aujourd'hui. Donc, ces pensées et ces idées vont être répandues de façon massive. D'accord? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou pas, bouddhiste, athée, ce qu'on veut, aujourd'hui, cette influence se répand grâce à l'information, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire justement une citation qui va nous dire cela. En fait, il est dit que le phénomène des discours masculinistes est facilité largement véhiculé par les grandes entreprises du numérique pour lesquelles la lutte contre les cyberviolences à l'égard des femmes n'est pas une priorité, a déploré le rapport. Donc en parlant du rapport de l'association Equipop. D'accord? Il est dit que les femmes sont les premières cibles. Donc on va avoir des lynchages, dénigrements, exclusion, menaces en ligne, sexting. De plus en plus de femmes sont touchées par la cyberviolence, selon un récent rapport de l'ONU. Il est dit que 73% des femmes ont déjà été confrontées d'une manière ou d'une autre à des violences en ligne ou en ont été victimes. Ils indiquent aussi, ont indiqué que les rapporteurs qui précisent que les femmes les plus touchées sont âgées de 18 à 24 ans. Donc on voit que Internet a été vraiment un outil qui a permis justement de répandre cette pensée, et on voit que les femmes vont subissent, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui, en subissent les conséquences, et ça se passe justement par le harcèlement. Et nous avons beaucoup d'exemples aujourd'hui, quand nous lisons les journaux, où nous voyons ces faits de harcèlement, des femmes qui, peut-être par le fait d'avoir pris position pour un sujet, vont être vraiment attaquées par rapport au fait qu'elles se soient positionnées. Et il va y avoir un léchage médiatique avec des propos sexistes, des propos de haine. Donc, c'est des choses que nous voyons réellement aujourd'hui. Oui, vas-y, Mickaël. Non, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'avait interpellé par rapport au contenu
en fait masculinisme sur Internet, c'est qu'en fait dans les vidéos que tu vois qui pullulent, en fait ça commence par des conseils de séduction. En fait c'est des petites vidéos où en fait on va te dire comment séduire une femme, comment et après on va te dire en fait si tu veux séduire une femme, faut que tu sois viril quoi. Faut que tu sois le mâle alpha. Puis après on va te dire limite il faut un peu lui parler durement, lui montrer que c'est toi qui enfin c'est ça les contenus qu'il y a sur Internet. Et il y avait une affaire qu'il y a eu il y a quelques temps où en fait c'était un homme, enfin c'était un féminicide en fait, je sais pas si vous avez suivi. Et en fait cet homme-là, en fait c'était un homme qui donnait des conseils de séduction sur Internet. Et en fait on a vu que en fait il en arrivait à tuer sa propre femme, enfin sa petite amie, parce que du coup à un moment elle voulait se séparer et puis il n'a pas supporté. Donc en fait on voit que tu vois ça commence toujours d'une façon un petit peu inoffensive et puis après progressivement, mais on voit quand même dans ces discours de séduction tout ça qu'il y a quand même une image vraiment rabaissante et méprisante de la femme en fait. On le voit petit à petit en tout cas. Ok, merci. Donc il me reste 2 minutes, je pense que je n'aurai pas le temps de terminer. Non, je n'aurai pas le temps de terminer, il me reste encore du matériel. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je peux dire par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le masculinisme est une pensée qui s'est largement répandue et qui, même si ça a toujours existé, comme nous l'avons vu, que c'est une réaction qui va promouvoir en fait la défense des droits des hommes, qui va se révolter contre les avancées des droits des femmes dans la société, lutter contre le féminisme justement qui porte ce combat. On voit qu'aujourd'hui il y a une résurgence de ce masculinisme qui aujourd'hui impacte notre société et nous-mêmes, par là aussi, par le fait que nous soyons aussi aujourd'hui connectés. Donc, pour nous et surtout nos enfants qui sont plus jeunes et qui n'ont pas ce recul que nous avons, et nous pouvons aussi remercier Dieu parce que nous avons eu ce message du Culte de minuit qui nous a interpellés, parce que pour ceux qui ne sont pas interpellés par rapport à cette problématique et qui ne voient pas en l'égalité quelque chose d'important, pour eux, c'est quelque chose qui se noie dans tout le bruit du monde, quoi, et qui ne voient pas, en fait, réelle importance à porter attention à ce danger qui nous menace. Et aujourd'hui, Dieu nous a permis de comprendre, et grâce à l'étude des Vêpres, justement, de comprendre que la question de la loi du dimanche, ce n'est pas une question de sabbat du dimanche, comme ça a été dans le passé, mais vraiment aujourd'hui, nous sommes dans la problématique de l'égalité, la façon dont nous considérons la place de chaque individu, quel que soit son sexe, sa race, et particulièrement la question de la race et du sexe qui aujourd'hui est vraiment, comment dire ça, qui est vraiment mis en avant, on va dire, que nous devons faire attention à ce que nous regardons et comment nous interprétons ce que nous voyons. Donc tu voulais dire, Natacha, pour... Tu disais en préambule que c'était un mouvement réactionnaire. Et ce qu'on peut voir, en tout cas, sur les masculinistes, c'est qu'il y a eu une résurgence après la deuxième vague du féminisme, mais qu'il y a maintenant aussi un réveil des masculinistes après la vague MeToo. Ce qui fait que toute la dernière génération est beaucoup plus masculiniste que tous ceux qui ont 40 ans ou un peu plus. On voit qu'il y a chez les jeunes de maintenant un discours qui va être vraiment tourné vers le masculinisme, tandis qu'il y a vraiment une régression dans ce domaine. Et alors qu'on approche justement à la loi du dimanche, qui est notre sujet de test, on voit que les jeunes qui sont confrontés en fait à cette réalité, il y a un clivage entre les hommes et les femmes, et les jeunes
et les autres générations sont de plus en plus opposées en termes de pensée par cette mentalité qui les différencie. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes qui vont être beaucoup plus égalitaires, des hommes de plus en plus masculinistes et des jeunes hommes. Donc on voit que c'est vraiment un sujet qui nous touche, qui est vraiment d'actualité aujourd'hui. Tout à fait. Je ne dirais pas mieux. Donc on va terminer là-dessus. Ok. Donc je vous invite à prier. Notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce. Merci de nous avoir éveillé l'esprit, même si nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais tu nous permets aujourd'hui de comprendre ce qui se passe dans le monde. Tu nous permets d'avoir l'esprit éveillé et je te prie afin que tu puisses nous aider à continuer à avoir cet esprit éveillé et comprendre ta volonté pour chacun de nous, afin de pouvoir, Seigneur, évoluer dans ce monde en te représentant et en te glorifiant. Et que tu puisses bénir chacun d'entre nous et que tu nous aides vraiment à rester dans cette compréhension et voir, Seigneur, le désir que tu as de nous sauver. Merci encore et je te prie, alors que nous allons faire une pause pour le repas que nous allons prendre, que tu puisses le bénir. Et je te prie aussi pour cet après-midi, pour Chimène qui va nous présenter son sujet. Merci encore. C'est à Jésus que nous t'en prions. Amen.